Il était une fois une famille de Français qui n'avaient rien demandé à personne. La famille Vogis vivait quelque part en Normandie, à équidistance de la forêt et de la mer. Les deux parents élevaient leurs enfants avec attention et droiture. Les enfants faisaient quelques caprices, mais ils étaient d'un naturel sage. Ils travaillaient depuis la maison, tout comme leurs parents. Ils travaillaient dans le salon tous ensemble, chacun sur son ordinateur ou sa tablette. Ils mangeaient à heure fixe, partaient sur les chemins de randonnée en fin de journée et se frottaient rarement aux gens du village voisin. Les enfants n'avaient pas d'amis, les parents non plus. Mais cela ne paraissait pas les affecter, loin de là. Le clan familial composait avec la solitude, et ils n'avaient pour eux que leur bonhomie. Les Vogis redoutaient les hommes. Mais si la société des Français les avait laissés vivre tranquilles, en paix, un groupe d'hommes en avait décidé autrement. À plusieurs centaines de kilomètres de là, le président Vladimir Vostovine avait été très vague sur le sujet. Il avait simplement répondu à la journaliste « Il y a certes des secrets d'État, mais je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous inquiéter. » La question portait sur une expérience sino-russe, aux confins de la Sibérie. Un internaute, adepte de Wikileaks, avait révélé des mouvements financiers très suspects. Des millions d'euros pris aux contribuables étaient investis dans un centre expérimental dont on ne connaissait presque rien, si ce n'est qu'il était dans une zone sécurisée par l'armée de terre et qu'on en avait vaguement parlé dans les journaux. Les journalistes n'avaient pas même un nom pour le qualifier. Le centre du secret, avait-on fini par l'appeler. Quant au Parti communiste chinois, même flou artistique, les dirigeants n'avaient laissé filer aucune information. Le jeune hacker qui avait révélé les détournements de fonds publics avait été vite arrêté. Son procès durait depuis des mois et on n'entendait plus trop parler de lui. Avait-il été jugé? Croupissait-il déjà dans une geôle de Sibérie? Un mystère de plus qui rejoignait la longue liste des mystères qui entouraient le centre du secret. Vostovine ajouta « Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais me retirer. » Il se leva, puis un homme l'interpella dans le fond. « Nous allons être très attentifs, monsieur Vostovine, et nous ferons nécessairement le rapprochement entre d'éventuels incidents et le centre. » Il parlait du centre du secret, bien sûr. Vostovine sourit, puis disparut dans les coulisses du bâtiment, laissant les journalistes dans le même état d'ignorance et de frustration avec lequel ils étaient entrés. Vostovine avait bien mauvaise presse, dans son pays et en dehors. Les accusations les plus folles couraient à son endroit, à croire qu'il aimait s'entourer du mystère et exciter les spéculateurs. Le problème, c'est que le centre du secret fut à l'origine d'une catastrophe sans précédent dans l'histoire universelle. Une catastrophe irrévocable a priori, et qui dépassait largement les confins de la zone sécurisée, aussi militarisée soit-elle. En un mot commençant, le champ gravitationnel de la Terre s'effondra. Les femmes, les hommes et les choses se mirent à s'élever dans les airs, lentement certes, mais de façon irréversible. Des experts de l'ONU, du moins ceux qui survécurent au cataclysme, devraient déterminer plus tard l'origine géographique exacte du fléau. Et ô surprise, la latitude et la longitude étaient celles du centre du secret, qui n'avait du coup plus rien de secret. Les chaises et le mobilier des gens grimpaient lentement au plafond, ainsi que les habitants eux-mêmes. Vostovine, heureusement pour lui, était chez lui quand ça arriva. Il fut retenu par le plafond. La tête à l'envers, il put voir par la fenêtre comment ses concitoyens, ceux qui étaient dehors, montaient au ciel pour ne pas en revenir. On entendait leurs cris de désespoir, puis plus rien. Le silence de la ville en arrêt, la fin du monde. Pour survivre, il fallait être dans une maison solidement ancrée ou en sous-sol, ou peut-être près d'un arbre bien enraciné et voilà, s'accrocher aux branches. Les animaux furent plus touchés encore que les hommes. Leurs habitats ne leur permettaient pas d'être retenus près du sol, très rarement. Seuls les animaux domestiques dans les écuries pouvaient s'en sortir, ou les animaux domestiques dans les maisons et les appartements. Les bestioles souterraines, oui, elles pouvaient s'en sortir, et les espèces volantes pouvaient avoir une chance. Mais globalement, toute vie monta au ciel, et l'on vit bientôt une couche d'êtres s'accumuler dans la stratosphère. Le soleil perçait par endroits, là où les hommes, les animaux et les choses ne s'étaient pas accumulés en une masse compacte et morte. Certains humains étaient en forêt le jour du drame. Ce fut le cas d'une famille française partie en randonnée, vous auriez deviné, la famille Vogis.
Ils durent s'accrocher aux arbres et essayer de rejoindre un abri proche. Si le père avait réussi à prendre son fils par le bras, la mère n'avait pas pu retenir sa fille, plus âgée que le frère et donc trop lourde. Elle était partie au ciel, littéralement. Au loin, on pouvait voir l'eau des étangs monter au ciel en de fines gouttelettes, tout comme l'eau des puits et des réservoirs. Certaines pierres, assez grosses, décollaient légèrement du sol et se retrouvaient à 1 ou 2 mètres au-dessus du sol, en suspension. Mais tout ce qui pesait moins lourd s'envolait. Lentement certes, mais sûrement. Le fils Voggis pleurait sa sœur, tandis que la mère tentait d'être forte. Le père, lui, était tout étourdi par les effets de la gravité d'une part, et la tragédie à laquelle il ne croyait pas encore, mais il suivait les ordres de sa femme. « Cédric, dit-elle, prends bien le bras de Benjamin. » Le père secoua la tête pour acquiescer, eut la tête qui tourna, puis prit le bras de son fils. Benjamin lâcha la branche pour se cramponner totalement à son père. « C'est bon, dit-il, je te tiens. » Le fils pleurait toujours, et ses larmes s'élevaient le long du tronc d'arbre. « Il faut qu'on atteigne cette grange, dit Béatrice, la mère. On verra ce qu'on fait après. » Le père tourna légèrement le cou et vit une grange abandonnée à une dizaine de mètres. Les précédents propriétaires avaient dû s'envoler. « Comment tu comptes t'y prendre ?» dit Cédric. Et à la mère de répondre, « On va s'accrocher aux arbustes qui jonchent le chemin. »« Mais chérie, c'est beaucoup trop risqué. » « Écoute Cédric, on ne tiendra pas longtemps accroché aux arbres, répondit sèchement Béatrice. J'y vais la première. Cédric n'eut pas le temps de protester que la mère de famille descendait du tronc. Elle progressait avec lenteur et plantait ses ongles dans les interstices de l'écorce. La gravité n'était pas forte, mais il suffisait d'un geste maladroit pour partir au ciel. Au pied de l'arbre, Béatrice Voggis prit une grande inspiration et poussa fort sur ses jambes pour se lancer vers un arbuste. 2 mètres la séparaient de cet arbuste. Il commença à monter au ciel, mais put s'accrocher à l'une des branches, et heureusement, l'arbuste était solidement enraciné. Encore qu'il se souleva légèrement quand elle en saisit la branche. « C'est bon, dit-elle, je continue. Attends que je sois dans la grange pour me suivre, ok ?» Cédric acquiesça sans rien dire, et la vit sauter d'un arbuste à l'autre. Il eut un haut le cœur en la voyant attraper à une branche du bout des doigts, avant de reprendre la main. Entre le dernier arbuste et la porte de la grange, il y avait 5 bons mètres. Béatrice n'y pensa pas à 2 fois, elle s'élança et fit des mouvements de brasse pour rejoindre la porte. Elle nageait littéralement dans les airs, et elle put s'accrocher de justesse au linteau. « Vas-y, Cédric !» cria-t-elle. Cédric prit le même chemin. Son fils le serrait fort par la taille. Ils purent progresser avec une extrême lenteur, parvint sans problème à l'avant-dernier arbuste. Mais Cédric rata la branche du dernier arbuste et ils commencèrent à s'élever dans les airs. « Viens vers moi !» cria la mère. « Fais des mouvements de brasse !» Cédric obéit, mais son fils l'empêchait de faire des mouvements larges. Et voyant qu'il n'y arrivait pas, il prit son fils et le lança le plus fort possible vers la mer. Béatrice put le prendre par la main, et M. Voggis, quant à lui, regarda avec stoïcisme sa femme et son fils s'éloigner. Il entendait leurs cris de désespoir en contrebas, puis il finit par ne plus rien entendre que le bruit du vent. Il ferma les yeux et attendit la mort. Les premiers symptômes de l'effondrement de la gravité, du moins de l'altération qu'ils avaient créée en labo, furent des maux de tête. Tout le sang du corps affluait vers la tête. Au mieux, vous pouviez vous mettre à l'horizontale, vous pouviez tenter de reposer peut-être votre tête au plafond, mais ce n'était pas tenable. Ce soir-là, ni Béatrice ni le jeune Benjamin ne purent dormir. Ils s'étaient allongés dos au plafond et regardaient le sol 6 ou 7 mètres plus bas. Le fils tenait la main de sa mère, et ils seraient morts ainsi, de faim, de soif, de fatigue et de chagrin, si les Russes, ou plutôt le gouvernement russe, n'avaient pas réparé sa connerie. Au petit matin, la gravité s'inversa brutalement, et tout retomba en l'état. Béatrice tomba au sol lourdement, mais elle ne se cassa rien par un heureux hasard. Son fils, lui, se brisa le bras droit. Pourtant, il contint sa douleur et n'émit aucun son, comme s'il n'était plus capable d'éprouver la moindre sensation. Ils entendirent soudain un bruit de fracas. Quelque chose était retombé sur le toit de la grange. Puis on entendit des bruits sourds alentour. Ça dura plusieurs minutes comme ça, puis plus rien, le silence.
Béatrice mit le bras de son fils en écharpe, puis ils avancèrent avec appréhension vers l'extérieur. Le jour se levait à peine. Ils firent le tour de la grange et virent sur l'un des versants du toit un homme. Il était mort, bien sûr. Ils s'éloignèrent et découvrirent en chemin des chevaux et tant d'animaux auxquels d'ordinaire on ne faisait pas attention. Leurs veines avaient éclaté sous la pression des hauteurs et leurs membres, fracturés par la chute, rendaient le spectacle un peu plus macabre encore. La mère Voggis voulut mettre sa main sur les yeux de son fils, mais devant un tel massacre, c'était peine perdue. Au loin, des poissons morts flottaient sur l'eau. Certains avaient atterri sur la plage ou dans les prés voisins. Béatrice regardait chaque cadavre avec appréhension. Elle avait peur d'y voir le corps de sa fille ou celui de son mari. Benjamin s'arrêta soudain, devant le corps d'un enfant. Son crâne avait heurté une pierre et son cerveau s'était déversé dans l'herbe. Béatrice déglutit, à grand-peine, et prit son fils par la main. Ils poursuivirent leur marche et arrivèrent dans une petite clairière. Là, entre quelques petits mammifères morts, étaient étendus le père et sa fille, enlacés. Les corps étaient tellement serrés l'un contre l'autre qu'on les enterra ensemble.